Chers auditeurs, il est temps pour vous de vous installer confortablement, de fermer les yeux et de vous laisser bercer par la voix de Raphaël qui va vous emmener au pays du soleil levant. Effectivement, écoute, j'ai pensé au vu de tes chroniqueurs pour cette émission que un sujet sur le Japon serait bien, mais en même temps joindre un petit peu à l'historique, autrement dit de mes passions, serait aussi pas mal. Donc j'ai farfouillé un petit peu des sujets sur ce qui me plaisait particulièrement sur le Japon et notamment le Japon ancien, parce que c'est vrai que depuis le début de nos podcasts ensemble, on a quand même pas mal parlé de pop culture avec des exemples de manga. On a parlé de Berserk juste avant, de Beck, voire même de jeux vidéo. On en était plutôt resté sur le Japon moderne. Pourtant, il y a une autre période quand on parle du Japon qui reste très célèbre, c'est celle du Japon médiéval, et tout particulièrement la fin de la période en question, qui ouvre sur une période plutôt contemporaine. Ce siècle en question, c'est le plus important d'ailleurs, c'est celui du XVIe siècle. Alors, si il s'agit du siècle le plus violent, mais aussi le plus décisif du Japon, à cette époque, il faut quand même remettre un peu de contexte. Le pays en soi est morcelé. Les guerres intestines parsèment le territoire, et tout indique que ces querelles sont faites pour durer. Pourtant, en 1560, on voit arriver un homme qui est assez célèbre. Son nom est assez célèbre. Je vais vous en parler d'ailleurs de 3 grands noms du Japon, et pour les personnes qui jouent notamment à des jeux vidéo et notamment à Shogun Total War, vous ne serez pas perdus. Le premier de ces 3 réunificateurs du Japon, c'est Oda Nobunaga. Il s'agit d'un petit chef, d'un fief parmi tant d'autres d'ailleurs, qui commence la conquête de ses voisins, et avec réussite. De victoire en victoire, les frontières commencent peu à peu à disparaître. Toutefois, la mort précipitée de cet homme, d'Oda Nobunaga, a eu lieu en 1582, et oui, il était en pleine campagne militaire. Il décida de se reposer dans son territoire à Kyoto, près d'un temple avec très peu d'hommes, puisqu'il était normalement en territoire ami, mais il est trahi par l'un de ses lieutenants, qui le force à commettre le seppuku, autrement dit harakiri, se suicider avec honneur en 1582. Autrement dit, ça met fin au projet de réunification du Japon, qui ne sera pour l'instant pas encore réunifié. Donc je m'arrête là en ce qui concerne l'histoire du Japon à la fin du XVIe siècle, car 2 ans plus tard, donc en 1584, dans le village de Miyamoto, situé dans une province qui s'appelle le Mimasaka, dans le centre de l'île principale, Honshu, centre-ouest, naît un personnage. C'est celui de la chronique qui nous intéresse, qui s'appelle, pour son nom d'enfant en tout cas, Takezo Shinmen. Alors cette histoire incroyable, elle commence de manière très modeste, parce qu'il est question d'un simple fils de samouraï qui n'est pas encore connu par son nom célèbre, mais sous son nom d'enfant. Son prénom Takezo, son nom Shinmen, celui de son père d'ailleurs, Munisai Shinmen, qui était un samouraï, mais qui a décidé de renier ses liens avec son seigneur et donc de s'implanter dans un petit village qui s'appelle Miyamoto afin d'élever son fils. Et oui, parce qu'on sait très peu de choses de l'enfance de cet enfant. Sa mère meurt vraisemblablement en lui donnant naissance, et pour le reste, à vrai dire, ça tient plutôt de la légende, plus que de l'histoire, parce que on parle d'un enfant qui naît et qui est assez prétentieux, assez arrogant. Par exemple, on a, selon la légende, à 7 ans, il aurait eu une moquerie envers son père, pourtant fin escrimeur, il l'aurait fait perdre patience, et je cite, « Ce jour-là, Munisai, donc son père, était occupé à se tailler un cure-dent, et lassé des moqueries de son rejeton, il perdit son sang-froid et lança son couteau en direction de son fils, qui esquiva l'arme de la tête. Encore plus furieux, Munisai aurait lancé sa lame, mais Musashi sut l'éviter à nouveau. Hors de lui, son père l'aurait chassé de son foyer, ce qui contraignit Takezo à passer son enfance sous la tutelle de son oncle, un moine et propriétaire d'un monastère non loin de là, dans une petite bourgade qui s'appelle Hirafuku, à quelques heures du village de Miyamoto. Pourtant, quand on parle de son enfance, il se passe d'autres choses, parce que le monde ne s'arrête pas, le monde est vaste, et l'histoire du Japon ne s'arrête point durant sa jeunesse. Si on reprend notre petit interlude, on a dit que Oda Nobunaga était mort, et s'ensuit alors un autre personnage, un de ses généraux, qui va suivre son rêve. Il s'appelle Hideyoshi Toyotomi. Alors après 10 ans de conquête, il arrive finalement à réunifier en grande partie le Japon. Le problème, c'est que l'arrêt des guerres de voisinage pose vraiment une question fondamentale. Les samouraïs ne touchent plus de butin, ce qui veut dire
ces derniers ne servent plus à grand chose. Alors, ce dernier, Toyotomi Hideyoshi, va décider une campagne contre la Corée. Ça paraît être une bonne idée, effectivement, car on pourrait unifier le pays et satisfaire les envies de richesse des Samoa. Seulement, 2 campagnes plus tard sont lancées, une en 1592 et une autre en 1596. La première se termine par une trêve, la seconde par une défaite japonaise. Alors une 3e campagne est envisagée, mais elle n'aura pas lieu parce qu'en 1598, Hideyoshi Toyotomi meurt à son tour, laissant pour seul héritier un fils. Et le pays est en grande partie unifié certes, mais se retrouve avec un problème de taille, la difficile succession d'un enfant de 5 ans censé continuer le travail de son père. Entre-temps, si on retourne auprès de notre personnage, en cette même année 1598, eh bien notre Takezo Shinmen a désormais presque 14 ans. Son oncle, ce moine, lui a appris de nombreuses choses, notamment l'écriture, la lecture et la méditation. Pourtant, eh bien, l'appel aux armes, le combat, reste dans son sang, dans ses veines, et sans doute d'ailleurs lié aux entraînements rudes infligés par son père. Il continue à s'entraîner nuit et jour, notamment derrière le temple où l'on aperçoit quelques pins. Il va donner des coups sur ces pins qui, au fur et à mesure de sa jeunesse, vont prendre de plus en plus de coups et porter des traces, des cicatrices de ses assauts avec son sabre en bois qui va petit à petit de plus en plus utiliser sa force. Un jour d'ailleurs, à l'âge un peu avant de 14 ans, il a toujours 13 ans, un samouraï aguerri mais passablement arrogant, itinérant, vient au village de Miyamoto. Il s'appelle Arima Kihei et lance un défi. Voilà, quiconque voudra bien croiser le fer avec lui sera le bienvenu, et sur la place de village, il y aura un duel, et bien entendu duel à mort, et comme ceci, il va pouvoir montrer ses talents d'escrime. Alors, sans nul doute, Takezo relève le défi. Arima, dès qu'il le vit, le toise sur son âge, et pensant qu'il n'a d'ailleurs aucune chance, se moque de lui ouvertement devant tout le village. C'est alors que Takezo sortit son boken, on dit une petite arme en bois, normalement d'entraînement, frappa un coup sur son adversaire, un coup justement à la jugulaire au cou, ce qui le fait défaillir un petit peu, et une deuxième fois violemment sur le front. Arima Kihei était mort sur le coup. Takezo vient alors de remporter son premier duel au sabre. Peu après cet événement, celui-ci décide de partir de Miyamoto vers l'âge de 15 ans, espérant rentrer au service de l'un des puissants seigneurs de l'Ouest, car il semblerait que de nouveaux troubles soient inévitables. Pendant ce temps, loin de ce village de Miyamoto, les intrigues du pouvoir vont bon train, puisque à Edo, l'ancien nom de Tokyo, la mort d'Hideyoshi Toyotomi laisse, on l'a dit tout à l'heure, au pays un enfant, Hideyori, son fils certes, mais il n'a que 5 ans. Ce dernier n'a pas l'âge requis pour succéder à son père, et ce qui veut dire que s'il est né en 1593, à 5 ans, il risque la mort à tout instant. Alors pour y remédier, son père a fait nommer 5 sages, 5 régents, qui doivent être désignés pour épauler l'enfant, pour qu'il puisse un jour asseoir à son tour son autorité sur le pays, sur le Japon. Alors parmi ces 5 régents, 4 sont très fidèles, dont notamment un nommé Mitsunari Ishida, qui s'engage, fervent défenseur du clan Toyotomi, à défendre le fils et à l'entraîner pour qu'il devienne un adulte, et un adulte compétent, dans le but de régner sur le Japon. Seulement il y en a un cinquième sage qui lui a d'autres objectifs. Il est très célèbre parce que c'est celui qui va unifier le Japon. Il s'appelle, vous avez une idée? Je sais plus si c'est pas Ieyasu, un truc comme ça. C'est ça, c'est Ieyasu Tokugawa. Voilà, Tokugawa. Il est d'ailleurs davantage tourné vers un Japon où il serait lui-même shogun. Et donc il profite de la faiblesse de son principal adversaire pour bouger le premier. Soutenu par une majorité de seigneurs de l'Est, du coup il va se révolter. Et ça impacte de facto le pouvoir, parce que pour légitimer sa position, déclare Mitsunari, son adversaire, son principal adversaire dans le clan des 5 sages, incapable de devenir shogun, parce qu'en fait il a des origines paysannes. Donc le problème, c'est que Mitsunari n'a que très peu de temps pour réunir les daimyos de l'Ouest, les seigneurs autrement dit, et va marcher sur son rival. Imaginez le Japon morcelé à l'Est, le Ieyasu Tokugawa à l'Ouest, et bien Mitsunari avec le clan des Toyotomi, le clan qui est au pouvoir. Et bien pendant ce temps, Takezo, lui, il vient d'avoir 16 ans et il est rentré au service d'un des serviteurs du daimyo de l'Ouest, des seigneurs donc du clan Toyotomi. Les 2 régents vont se déclarer une guerre lorsqu'ils arrivent à un endroit capital, c'est d'ailleurs l'endroit qui va sceller le sort du Japon médiéval,
le 20 octobre 1600, c'est la plus célèbre des batailles japonaises qui est sur le point de commencer, celle que l'on appelle la bataille de Sekigahara. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est près de 160 000 soldats au total qui vont s'affronter pendant toute une journée. Au final, je vais aller très vite parce que si jamais je dois faire une chronique, peut-être que je détaillerai cette bataille qui est importante quand même. Eh bien, c'est Ieyasu Tokugawa qui va l'emporter. Le problème, c'est que notre jeune Takezo, qui combattait pour le camp ennemi, il se retrouve alors dans le camp des perdants. Et il est laissé pour mort sur le champ de bataille. Bien, il y survit pourtant et change son nom pour ne pas être reconnu. C'est là où la légende commence, car il décide de s'appeler Musashi, une autre façon de lire les caractères formant le nom de Takezo, et il prend par la suite vraisemblablement le nom de son village natal, Miyamoto. Il va donc maintenant s'appeler Miyamoto Musashi, et il devient après la bataille de Sekigahara un ronin. Peut-être que vous le savez, un ronin caractérise un samouraï qui naît 100 mètres, qui est 100 mètres, et donc il va parcourir l'archipel à la recherche d'escrimeurs pour parfaire son art, à la voie du sabre, qu'on appelle le Kenjutsu, aujourd'hui connu sous le nom de Kendo. Donc une période de paix s'ouvre pour le Japon, et les guerriers comme les samouraïs se retrouvent sans réel travail. Ils vont commencer à développer leur style de combat, et les plus célèbres d'entre eux d'ailleurs vont se regrouper et inculquer leur savoir sur la voie du sabre en fondant des écoles. Pendant près de 15 ans d'ailleurs, Musashi va parcourir le Japon et essayer de se trouver un maniement du sabre qui lui est personnel. Il décida donc de prendre la route et de défier les plus grands en duel, car pour lui, bâtir une solide réputation voulait dire abattre les meilleurs escrimeurs de l'archipel, et pour cela il savait où aller, à Kyoto. Dans cette grande ville, il y avait un clan, sans doute le plus renommé, le clan Yoshioka. Après un périple par mer et puis par terre, il arriva à Kyoto et se présenta devant l'école Yoshioka. Poussant les portes et sans fioriture d'ailleurs aucune, il demande un duel. Lui, vagabond, ronin, il osa demander quiconque en duel dans cette prestigieuse école avec une impudence sans commune mesure. Demain à l'aube, résonna une voix parmi la foule de disciples. C'était Sejuro, la plus fine lame des Yoshioka. Fort de cette annonce, on pourrait alors penser que notre Musashi allait rester sur le terrain désigné pour le duel toute la nuit afin de se préparer à affronter sa mort, l'un des plus grands adversaires qu'il ait jamais eu à combattre, mais il n'en est rien. Oui, le lendemain, Musashi arrive en retard. Sejuro commence à se montrer impatient. En effet, cette lame de renom commençait à regretter d'avoir donné tant d'importance à cet homme en haillons. Lorsque Musashi arriva, c'est avec le sourire et son bokken, son sabre en bois, qu'il se présenta devant Sejuro. Une honte, car si il l'avait salué respectueusement, certes, un sourire et une arme qui n'en était pas une pour un duelliste respecté n'en était trop pour Sejuro. Il se rua donc sur son adversaire pour lui asséner un coup, mais Musashi l'esquiva, passa derrière lui et frappa avec son sabre en bois sur la nuque de l'assaillant. Un coup net, fort. Sejuro s'effondre sur le coup, la nuque brisée. Excédé par ce trop-plein de confiance, le frère de Sejuro, Denjishiro, demande un duel immédiat pour laver l'honneur de son frère. Musashi accepte, et afin de toucher Musashi, Denjishiro décide de frapper rapidement, un coup frontal, mais Musashi l'esquiva encore une fois. L'escrimeur de Yoshioka recommence un estoc, mais cette fois-ci, il décida d'avoir davantage d'allonge, en plongeant sur Musashi. D'un simple pas de côté, Musashi dégaina son sabre. Emporté par son élan, Denjishiro ne peut se rattraper. En utilisant les techniques de Kenjutsu enseignées par son père, Musashi prive son adversaire de ses deux poignets, et enfin de sa tête. En une matinée, la célèbre école Yoshioka avait perdu 2 de ses plus grands adeptes. La célébrité de Musashi était donc prise. Le lendemain d'ailleurs, alors qu'il entreprit de quitter son auberge, il reçoit une lettre de la part du clan Yoshioka souhaitant laver l'honneur de son frère Sejuro. Matashishiro, un autre disciple, se présenta au lieu désigné pour lui demander un duel. Seulement, il n'était pas seul. Ils étaient près de 60 disciples qui l'attendaient, lui. On aurait pu penser Musashi décontenancé par une telle manœuvre. Au contraire, il toisa ses adversaires, avec son arrogance toute particulière. Il fonça d'abord sur le premier, sur Matashishiro, en dégainant son sabre et le tua net. Il fit appel à tout ce que lui a appris son père, et dans ces bois non loin de Kyoto, c'est là qu'il commença à utiliser son propre maniement du sabre, un maniement à 2 armes, son bokken pour parer les attaques, pendant que son sabre mettait un terme à la vie de ses ennemis. Il trancha des jambes, des bras,
La lame passa à travers la peau, la chair et l'os, des cris puis plus rien. La légende voudrait qu'un moine qui accompagnait l'école Yoshioka, c'est lui d'ailleurs qui aurait fourni de nombreux détails du combat, même si on pourrait en douter, ça reste dans la légende, en épiant les moindres faits et gestes de Musashi, en ces termes il explique, tout fut terminé, avant qu'il eût respiré ma foi. Fort de ce succès, il quitte Kyoto pour les temples de Nara. Là-bas, ce sont des moines guerriers qui combattent à la lance qui attirent son attention. Le maître des temples est alors si impressionné durant l'entraînement de Musashi, car ce dernier manie parfaitement l'art de tenir 2 sabres en main, et de s'en servir d'ailleurs avec autant de célérité, décida d'organiser 2 duels avec son meilleur disciple. Mais par 2 fois, celui-ci est défait par Musashi. Après cette nouvelle victoire, Musashi part pour Edo, la ville remplie d'épéistes de renom afin de valoir sa toute nouvelle notoriété. Il établit alors son propre dojo, et de nombreux curieux, désireux d'apprendre son style de combat à 2 sabres uniques d'ailleurs en son genre, viennent à sa rencontre. Sa réputation va même jusqu'au château du shogun, à Edo. Le shogun lui-même demande à Musashi d'enseigner là-bas. Mais guidé par son orgueil et sa parfaite arrogance, il le refusa, en étant complètement en désaccord d'ailleurs avec les choix politiques de ce dernier. 7 ans plus tard, et près de 60 duels à son actif, à travers tout l'archipel, Musashi revient sur ses terres pour récupérer le dojo de son père. Cependant, en chemin, il reçut une nouvelle demande, de duel venant de Sasaki Kojiro, l'un des plus célèbres escrimeurs du Japon. Le défi est relevé sur l'île de Funa. Alors pourquoi une île? Certains disent que 2 épéistes célèbres comme ceux-ci qui s'attaquent ensemble, ça l'a fait ramener beaucoup de monde. Enfin, vous voyez, un petit peu comme si on regardait le dernier épisode un petit peu de Game of Thrones, c'est un peu le même principe. Alors, à partir de là, le fameux épéiste est venu sur l'île avec bon nombre de ses disciples, et des membres d'ailleurs de sa suite, beaucoup de personnes. Il portait une armure majestueuse et un sabre incroyablement long. Musashi, comme à son habitude, arriva en retard. Les habits indignes de son rang, mais reflétant sa vie de vagabond. Voyant la portée redoutable de l'arme de son adversaire, il décida de tailler un long sabre avec la rame de son bateau. Une fois ceci fait, il engagea le combat. Musashi utilisa tout le savoir emmagasiné à la fois chez les moines de Nara et grâce à son arme, un simple estoc sur le front puissant, et son adversaire s'effondra. Une autre victoire, une légende était d'ailleurs désormais en marche. Son dernier coup d'éclat est relaté plus loin. Alors qu'il termine son voyage afin de reprendre le dojo de son père, il est défié par un certain Nagatsune Hashiro, un maître lancier. Et finalement, au fur et à mesure de la discussion, ce ne sera pas un duel au sabre, mais ni à la lance d'ailleurs, qu'il lui propose, mais une partie de go, chez lui, avec son fils. Pendant la partie, Musashi crie d'un coup « N'essaie même pas !» Incrédule, le fils de Nagatsune comprit alors que son père attendait, avec sa lance, de transpercer la paroi en papier les séparant, afin de tuer Musashi. Impressionné par son ouïe et son charisme, il se ravisa. Musashi avait gagné son duel par simple ascendant psychologique sur le père, et par un sens tactique hors pair sur le fils, il gagna aussi la partie de go. Une fois arrivé au dojo de son père, il enseigna à de nombreux disciples sa voie du sabre. À l'âge de 30 ans, le Japon est de nouveau secoué par la guerre. Musashi y voit d'ailleurs l'occasion de reprendre les armes, lorsqu'un seigneur lui demande d'escorter son fils à la tête d'une dizaine d'hommes. Puis d'année en année, il passa de seigneur en seigneur, et ce sont près de 20 années de guerre qui vont petit à petit changer Musashi. À 50 ans, las des armes, il décida de se retirer. Et lorsqu'un autre seigneur lui propose d'enseigner son style à 2 sabres dans son château de Kumamoto, contre rente et hébergement, il accepta. Durant d'ailleurs son temps libre, il continua les arts. Autre même que les arts martiaux, Musashi était connu pour ses talents de calligraphe, philosophe, sculpteur, peintre, et avait même un pied dans le théâtre. Dans ses voyages d'ailleurs à travers le domaine de son seigneur, dans les montagnes du mont Iwato, il trouva une grotte. C'est là qu'à travers ses méditations, il va rédiger ses mémoires, ses écrits, sous le nom de Gorin no Sho, le traité des synchros. À 65 ans d'ailleurs, il termine ses écrits qui lui vaudront sa célébrité dans l'histoire. Effectivement, le traité des synchros, alors je ne vais pas en parler là parce que peut-être que plus tard j'en réserverai une chronique parce que ce livre en question est un livre qui est encore aujourd'hui les plus emblématiques de la stratégie martiale et qui est encore utilisé. Une fois son enseignement de l'art du sabre auprès de la cour de son seigneur fini, il demande alors à se retirer. Se sentant de plus en plus faible,
il finit par faire venir son principal disciple et lui tendit alors l'œuvre originale du traité des 5 coups. Il se retira alors sur le mont Iwato dans sa grotte. Quelques jours plus tard, ses forces le quittent. Le 13 juin 1645, le plus célèbre épéiste du Japon disparaît, laissant sa voie du sabre se perfectionner d'ailleurs à travers ses disciples et les élèves. Alors en petite conclusion, qu'est-ce qui m'a amené un petit peu à parler de ce personnage? Je l'ai connu il y a quelques années déjà, parce que personnellement j'ai un très grand intérêt, un très grand respect pour toutes les histoires qui caractérisent un homme solitaire vagabond et qui malheureusement essaie de se battre contre son destin. Et justement quand on parle de destin, il y en a certains qui font pas lire n'importe quel homme dans le monde. Celui de Miyamoto Musashi, il fait partie de cela. Enfin, à la fin, il est quand même jeune, il s'appelle Takezo Shinmen, mais à la toute fin, il est respecté par à la fois les nobles, les paysans, tout le Japon finalement, qui vont englober tout ceci dans sa légende, à tel point qu'il s'appelle, sur le lit de sa mort, Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Haruno, mêlant nom d'emprunt, vrai nom et titre honorifique. Un personnage d'autant plus intriguant d'ailleurs. J'ai connu l'histoire de cet homme, le plus célèbre escrimeur du Japon, à travers un livre au départ, s'inspirant de son histoire, qui s'appelle Le Samouraï de David Kirk. Voulant en apprendre plus, j'ai donc lu l'histoire romancée de l'escrimeur en 2 tomes, avec La pierre et le sabre, puis La parfaite lumière de l'auteur à succès Eiji Yoshikawa. Enfin, souhaitant véritablement toucher au plus près de l'homme, j'ai décidé d'acheter le livre qu'écrit Miyamoto Musashi peu avant sa mort en 1645, le Gorin no Sho, ou traité des 5 coups. La voie de la stratégie selon Miyamoto Musashi. Une façon d'essayer de comprendre au plus près la vision d'un homme qui a marqué de son empreinte la plus fascinante période de l'histoire japonaise. Toutefois, il reste une dernière chose à dire, la majorité de ces événements qui sont relatés sont des événements qui ont été à la fois racontés par le personnage lui-même, Miyamoto Musashi, et même parfois par ses disciples et par ses admirateurs, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure du temps, s'il a gagné effectivement beaucoup de duels, ce qui est attesté, près de 60, il n'a potentiellement jamais perdu, mais la majorité de sa légende est racontée donc par des personnes qui ont vu le côté vainqueur, ou en tout cas qui n'ont jamais connu la défaite. Ce qui veut dire que historiquement c'est très difficile à vérifier tout ceci, et encore aujourd'hui les historiens s'arrachent les cheveux pour connaître un petit peu, ne serait-ce que le lieu de naissance de la personne. Ça reste une histoire qui est en grande partie romancée, mais ça reste un destin tout à fait exceptionnel. Eh ben écoute, merci Raph. C'était extrêmement complet comme chronique, mais ça tu nous avais prévenu en off tout à l'heure. Bien joué, parce que ça a pas dû être facile de répertorier tout ça, parce que c'est du taf quoi. Franchement bien joué. J'avais déjà travaillé dessus, donc forcément c'était plus facile de le remanier. Mais oui, je vous invite, si ça vous intéresse, à voir plusieurs choses. Notamment, il y a effectivement un manga dessus, sur l'histoire. Le Vagabond. Oui, le Vagabond, tout à fait. Qui va retracer la vie de ce qu'on en sait, et en même temps romancer, toujours, parce que malheureusement, il y a beaucoup de lacunes. Et ça peut être aussi intéressant de lier les images physiques, toutes les images qu'on va se créer soi-même quand on va lire notamment les romans de Eiji Yoshikawa, qui sont complets, mais qui restent vraiment des histoires romancées. Après, dernière chose aussi intéressante, c'est que encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont des clins d'œil à cet homme, sur beaucoup de choses sur à la fois pop culture ou dans le monde d'aujourd'hui. Les 2 exemples étant, je vais en prendre un pop culture et un monde d'aujourd'hui, par exemple, conseiller notamment aux traders de Wall Street, pour comprendre davantage comment fonctionnaient les Japonais dans l'économie, de lire justement le traité des 5 coups pour avoir une imprégnation davantage sur le modèle économique en question, qui était enseigné par certaines écoles encore, peut-être encore aujourd'hui, je sais pas. Et il a aussi laissé une marque aussi dans la pop culture. Pourquoi ? Parce que plusieurs fois on a parlé de Pokémon ici, mais si en version française on a les 2 méchants gentils, on va dire, de Pokémon, qui sont Team Rocket avec Jessie et James, dans la version japonaise, ils ont d'autres noms. Ils s'appellent Musashi et Kojiro, puisque en fait c'est la rivalité entre les deux. J'ai cité le dueliste qui vient l'affronter sur une île, et Musashi aussi, qui montre un petit peu les amis rivaux. Peut-être, en tout cas, on a essayé de faire un clin d'œil en les appelant comme ceci. Sachant qu'effectivement, il y a de nombreux personnages de manga qui s'appellent Musashi, du coup. Oui.
Il y a une liste en fait vous pouvez trouver facilement sur internet de toutes les allusions aux personnages. Mais lisez vraiment Vagabond parce que vraiment les dessins sont magnifiques et c'est une super histoire. Et la scène qu'il a présentée où il se bat contre 70 ennemis est relativement très épique. Oui, ça aussi c'est un peu compliqué parce qu'à certains endroits on dit qu'ils sont 100, d'autres 60. Enfin, on imagine qu'ils étaient nombreux. Et à des endroits c'était en plein air, d'autres endroits c'était un petit peu comme à la manière des Thermopyles, il s'est placé dans un endroit très restreint pour pouvoir les tuer un par un. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'histoires et ça divague beaucoup. Et oui, comme je disais, merci beaucoup Raph. Moi je connaissais pas du tout ce personnage du tout. En même temps, je connais pas très bien le Japon, donc c'est normal que je ne connaisse pas forcément ces personnages historiques ni légendaires d'ailleurs. Donc merci à toi de m'avoir fait découvrir ce nouveau personnage. Et si jamais un jour j'achète Shogun de Total War, je suppose que j'en saurai. C'est juste aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands escrimeurs. Déjà, c'est le plus grand escrimeur du Japon et peut-être même du monde, on sait pas. Enfin, c'est compliqué maintenant de relater quelqu'un qui est mort il y a 4 siècles, quasiment. C'est vraiment montrer un petit destin qui influence un petit peu les grandes pontes, mais on ne retrouvera jamais véritablement dans Shogun Total War. On va trouver vraiment les grands acteurs de la réunification du Japon, mais on parle que d'un samouraï parmi tant d'autres, fût-elle la renommée aussi. En fait, c'est surtout on découvre ce qui s'est passé un petit peu historiquement via sa vie, qui est exceptionnelle certes, et oui, mais il a pas changé le destin du pays, quoi. Oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que tu peux pas parler d'un sans parler de l'autre. Et malheureusement, tu peux pas détailler les deux, sinon on serait là encore pendant 2 heures. À peu près. Ouais. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.